Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous poursuivons nos échanges sur la perversion narcissique et aujourd'hui nous allons parler du fait que chaque victime est un jouet pour le ou la pervers narcissique. Donc nous allons voir dans cette vidéo ce que c'est être un jouet, quelle forme ça prend, pourquoi ils font cela, comment faire cesser cela, comment s'extraire de tout ça. Et comme la vidéo est longue, je l'ai découpée en deux parties. Nous verrons dans cette vidéo 2 questions et nous aborderons toutes les autres dans la vidéo numéro 2. Avant de continuer, je vous invite à télécharger dans la description votre cadeau qui consiste en une liste des 50 comportements que le ou la pervers narcissique nous fait subir quand on est une victime, afin de reconnaître les relations toxiques et notamment donc les pervers narcissiques. Et puis cela vient avec une petite méthode pour identifier s'il y a des pervers narcissiques autour de vous, comment valider cela, et également une petite méthode additionnelle pour voir si ce serait envisageable, possible, mieux de partir de la relation. Donc je suis Céline Gréco, thérapeute, sophrologue et spécialisée dans la libération des traumatismes. Et pourquoi j'en parle dans les vidéos de perversion narcissique, c'est que la perversion narcissique traumatise les personnes et quand elles arrivent au cabinet, elles ont tout un ensemble de symptômes qui sont issus de la perversion narcissique. Donc sans plus attendre, commençons ce sujet des jouets. Qu'est-ce que c'est un jouet déjà? C'est un objet conçu pour amuser un enfant. Alors dans le contexte qui nous intéresse, l'enfant c'est le ou la pervers narcissique, car rappelez-vous, un de ses comportements est de rester finalement comme un enfant. Donc il y a 8-9 ans d'âge de responsabilité, une maturation autour de cet âge-là en moyenne pour un ou une pervers narcissique, et des comportements d'enfant comme la non-gestion de la frustration, de vouloir jouer avec des jouets, et puis quand on est pris en flagrant délit de quelque chose, d'une bêtise notamment, pour certains enfants, ça va être de dire « c'est pas moi ». Donc effectivement de ne pas se responsabiliser. Alors, quels vont être les jouets pour le ou la pervers narcissique? Bien sûr, tous les jouets matériels, une maison, une voiture, son jardin, sa console de jeu, tout va être un jeu. Mais surtout, vous l'avez compris, ce qui nous intéresse ici, c'est que ce sont les personnes qui vont être des jeux. Et 100% des personnes autour d'eux vont être un jouet. Que ce soit le compagnon, la compagne, les enfants, les collègues, les collaborateurs, tout le monde. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Voyons quelles questions nous allons poser dans ces vidéos. Alors tout d'abord, est-ce que c'est grave de se servir des gens? Est-ce que c'est grave de se laisser faire? Comment distinguer un ou une pervers narcissique qui vous utilise comme jouet d'un autre personnage qui le fait accidentellement? Pourquoi ils font ça? Quels sont ces jouets? Même si on y a répondu partiellement. Nous allons voir cela un peu plus dans le détail. Quelle forme ça prend ce jeu, ces jouets? Que faire quand on ne voit pas en fait qu'on nous utilise? Comment déjouer tout cela? Comment arrêter d'être le jouet d'un ou d'une pervers narcissique? Et je suis parent, comment protéger mon enfant? Alors il y a beaucoup d'astuces dans ces vidéos, on parle des sujets à chaque fois, des astuces et du coup des comportements qui peuvent être adaptés. Donc il y a pas mal d'informations dans les vidéos, mais il y a aussi pas mal d'informations un peu difficiles par rapport au fait que parfois ce sera juste des astuces pour moins souffrir, mais on n'a pas beaucoup d'astuces dans certains cas pour améliorer la situation. Alors, abordons la première question. Est-ce grave de se servir des gens? Non, nous sommes tous utiles à quelqu'un et nous utilisons tous quelqu'un. C'est dans la nature, c'est dans l'ordre des choses, c'est l'équilibre de notre écosystème. Et c'est un système vertueux. Je m'explique. En fait, l'enfant a besoin de ses parents. Les parents aussi ont besoin de leurs enfants, parce qu'ils les aiment, parce qu'ils ont envie de développer un être humain, parce que tout ça, effectivement, un système d'échange avec beaucoup d'amour et un système vertueux. De la même façon, un salarié a besoin de son employeur, un employeur a besoin de tous ses salariés. Cette utilisation des personnes n'est pas nocive. Ce sont des relations saines dans un écosystème équilibré. Tout le monde contribue à un équilibre et tout le monde a une utilité sociale. Et voilà les clés. Bien sûr, tout n'est pas juste, tout n'est pas équilibré dans notre monde.
On retrouve cette utilisation des gens à tous les niveaux, que ce soit au niveau intimiste, au niveau affectif, social, professionnel, thérapeutique. Voilà, on a tous besoin les uns des autres. Et quand l'équilibre est rompu, commencent les douleurs, les compensations, les besoins de comprendre, les nécessités de se contraindre jusqu'à certaines extrémités. Quels que soient les domaines, dès que l'équilibre est rompu, que cette utilisation des uns et des autres n'est plus équilibrée, il commence à y avoir des compensations, des déséquilibres et des souffrances. Et nous allons parler plus particulièrement dans cette vidéo des souffrances infligées par un écosystème qui est déséquilibré, la perversion narcissique. C'est une manipulation négative, c'est donc ce que font les pervers narcissiques. Deuxième développement, deuxième question, est-ce grave de se laisser faire? Eh bien oui, c'est important de savoir détecter quand quelqu'un se joue de nous. Alors, abordons deux pistes possibles. Est-ce que parfois on dit de vous que vous êtes gentil, un petit peu dans le sens trop, ou est-ce que vous vous dites à vous-même moi je ne sais pas dire non? Nous allons nous concentrer déjà sur ces deux points dans cette vidéo. Alors moi-même j'ai été comme ça, trop gentille, à pas savoir dire non, mais voilà, je vais vous donner des clés pour vous aussi faire évoluer les choses dorénavant. Alors tout d'abord je voulais préciser quelque chose. Pour ma part, je ne suis pas partisane, pas du tout, de cette bien-pensance, de ce raccourci, je dirais plutôt, qui consiste à dire que quelqu'un qui est gentil, c'est parce qu'il veut être aimé. Quand on est gentil, c'est pour beaucoup de raisons. Qui peut découper en vrai le nombre de raisons pour lesquelles on est gentil? Parce qu'en fait, tout individu, à chaque fois qu'il a un comportement, il y a tout un faisceau de raisons qui mènent à ce comportement. Et en extraire un seul n'est pas juste. Donc effectivement, comme tout le monde, quand on est gentil, c'est aussi parce qu'on a besoin d'être aimé. Mais ça n'est pas que pour ça. Sinon, c'est faire un énorme biais de simplification. Quelqu'un un jour a fait ce biais de simplification et ça a été beaucoup repris. Et c'est dommage parce que c'est extrapolé en fait. De dire que quelqu'un est gentil parce qu'il veut être aimé. C'est bien plus compliqué que ça, c'est bien plus construit que ça, la gentillesse. C'est donc une synergie de raisons qui nous pousse à être gentil. On veut donc pour cela, pourquoi vouloir être gentil? Tout simplement parce que être gentil, c'est plus convivial, c'est plus sympathique. C'est aussi tout simplement empathique. C'est aussi éviter les discordes, ne pas voir d'intérêt à faire autrement. Aimer l'image que l'on dégage, mais aussi l'image que dégage ce moment. La proposition, en fait, de la vie quand on est gentil. On peut aimer également les solutions que ça dessine, les propositions plutôt écologiques, c'est-à-dire bénéfiques à cette situation. Il y a beaucoup de bénéfices pour les uns et pour les autres à être gentil. Et seulement cette raison de vouloir être aimé, c'est en fait une des raisons, donc c'est une raison plutôt secondaire. C'est un autre biais, ça, qui est souvent utilisé, c'est le biais d'attribution des traits. Je m'explique. En fait, une personne qui est gentille, si on lui demande pourquoi, elle va dire pourquoi faire autrement, dans ce cas-là, c'était la bonne chose à faire, j'avais une solution, je l'ai proposée, voilà, non, être aimé dans ce moment-là, je vois même pas en fait ce qui s'est joué, non, c'était juste que voilà, c'était la bonne chose d'être gentil. Et lorsqu'on fait de l'attribution des traits, c'est lorsque quelqu'un qui vous regarde faire ça dira voilà, il est gentil ou elle est gentille, elle a envie d'être aimée. Donc en fait, c'est une énorme simplification. On vient attribuer un trait, c'est-à-dire celui de vouloir être aimé, à sa gentillesse, alors qu'en vrai, à sa gentillesse, il y a une multitude de raisons à être gentil. Alors pourquoi parler de gentillesse et des gens gentils? C'est parce que les gens gentils, ils ont besoin de comprendre quelque chose. C'est que effectivement tout le monde n'est pas gentil, et de deux, que effectivement il faut cesser d'essayer de comprendre pourquoi ils font ça. Je dis ça parce que je vois de nombreuses personnes au cabinet se dire mais pourquoi ils font ça? Et en fait, tant qu'ils n'ont pas compris pourquoi, ils cherchent. Et tant qu'il n'y a pas cette raison, ce pourquoi qui est élucidé, finalement, il n'y a pas de raison à ça, donc ça veut dire que ça n'est pas possible pour eux que la personne ne soit pas gentille. Il doit y avoir une autre raison. Et donc en fait, de vouloir chercher à tout prix la raison de pourquoi les gens le font,
ça empêche les personnes finalement de simplement se dire « Tiens, si j'observais la personne pour voir que réellement, en fait, elle n'est pas gentille. Et je ne sais pas pourquoi. » Je vous le dis souvent, hein, il y a des chaperons rouges, il y a des mères grands qui sont en fait des loups déguisés en mères grands. C'est comme ça, en fait, on doit l'accepter, on doit accepter la diversité de la nature, c'est ainsi. Et puis la troisième chose qu'un gentil peut éventuellement arrêter de faire, c'est de se dire c'est pas parce qu'il y a des méchants que moi je dois me changer, je veux rester pareil. Et en fait, c'est juste qu'un gentil, il doit ajouter une petite compétence, c'est finalement d'observer et d'accepter de ne pas donner toute sa gentillesse à tout le monde à tort et à travers. Donc ça n'est pas se modifier entièrement, c'est venir rajouter la capacité à ne donner finalement qu'aux bonnes personnes sa gentillesse. Et c'est ça souvent que les gentils n'ont pas envie de faire. Ils se disent, moi je suis généreux, je suis gentil, je donne à tout le monde. Et s'il y a quelqu'un de pas gentil en face, eh bien voilà, tant pis si une fois de temps en temps je donne trop. Sauf que la problématique, c'est que souvent, la personne qui n'est pas gentille en face de vous, elle va toujours mettre un masque de la gentillesse et vous allez donc toujours, et même de plus en plus, être en train de lui donner. Donc il faut cesser de faire ce qui n'est pas bon pour soi. Hein, quelque chose qu'on fait et qui ne fonctionne pas, il faut cesser de le faire. Donc là, c'est la proposition, mais je vais vous donner quelques clés pour cela. Donc en tout premier, ce que je vous suggère, c'est de d'abord vérifier en fait à qui vous avez affaire. Hein, ne pas donner tout de suite toute sa confiance et toute sa gentillesse à tout le monde. Quand on rencontre quelqu'un ou que d'un coup on suspecte quelque chose ou surtout quelque chose nous met en alerte, il faut prendre le temps d'observer cette personne pour savoir finalement un petit peu comment elle se comporte. Il faut la regarder. Et si elle est gentille et que tout vous semble agréable, ben voilà, vous la gardez dans les personnes saines et vous continuez de vous comporter comme d'habitude, comme vous êtes. Et si par contre des choses vous semblent bizarres et que la personne n'est pas, donc c'est le point 2, dans une relation bilatérale, c'est-à-dire que cette personne, elle ne fait que vous demander des choses, à ce moment-là, il faut s'interroger aussi sur la relation et il faut s'interroger sur le fait de continuer d'être aussi gentil avec cette personne. Est-ce que vraiment c'est quelque chose de juste? Bien sûr, dans une relation, on n'est pas en train de compter ce qu'on donne de chaque côté, mais c'est un ressenti général. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Dans une relation, ça doit aller dans les deux sens. Exemple, j'ai une amie, à chaque fois qu'elle va mal, elle m'appelle et je passe des heures avec elle. En revanche, quand moi je vais mal, elle n'est pas disponible. Voilà, c'est un petit peu caricatural, mais ça arrive et ça n'est pas si rare. Donc dans ces cas-là, en fait, préservez-vous, protégez-vous. Si cette relation vous ronge, une fois qu'on prend conscience de ça, des fois, on n'a plus trop envie de cette relation, ou en tout cas, on va changer une petite chose ou deux, c'est-à-dire que on va demander de l'attention de la part de l'autre personne, et puis quand la personne viendra et qu'elle ira mal, on va peut-être écourter, on va voilà, peut-être changer quelque chose pour finalement ne pas être retenu pendant des heures à entendre des choses qui en plus peuvent être douloureuses et qui vont plomber votre énergie. On est en train de parler de cas là, de personnes qui abusent, bien sûr. On n'est pas en train de parler de personnes qui sont tristes et occasionnellement traversent une mauvaise passe. Dans ces cas-là, il faut continuer d'être gentil avec toutes ces personnes-là, bien sûr. Mais on est sur une chaîne où on parle de perversion narcissique, donc mes propos là sont plutôt adaptés au fait que quand vous êtes face à quelqu'un qui abuse de vous, il faut savoir diminuer, on va dire, ses dons et sa générosité, et puis reculer un petit peu dans la relation, rester dans une zone qui est confortable, voire se retirer complètement. J'aurais un deuxième exemple un petit peu plus subtil, on va dire. Vous rencontrez une personne, et puis voilà, quelques jours, quelques semaines passent, et puis au bout d'un temps, vous vous rendez compte qu'elle est toujours en train de vous dire mais sois positive, à chaque fois que vous voulez partager quelque chose qui est un peu dur ou un peu complexe pour vous. Alors vous êtes vous-même une personne positive, toujours en train de rechercher des solutions, mais il y a bien des moments où vous avez besoin de partager ce qui ne va pas. Et à chaque fois que vous partagez ce qui ne va pas, la personne vient vous dire « Mais allez, c'est bon, reste positive et crois voilà, que ça va bien se passer. » En fait, si on analyse la situation,
Cette personne, en fait, ne veut pas entendre vos plaintes. À sa façon, elle va vous intimer le silence, finalement. Et vous allez avoir progressivement l'impression de la déranger. Cette personne, en fait, elle souhaite que des échanges qui sont basés sur ses besoins. Elle vous écoute parfois pour donner le change. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est un peu comme si elle vous donnait des miettes. C'est juste pour se déguiser un peu en personne attentive. Mais dans l'ensemble, vous êtes frustré. Vous ne parlez même plus de ce qui est important pour vous, et vous ne faites plus que discuter des sujets qui intéressent l'autre. Qui ne manque pas d'ailleurs de vous demander votre avis. Sur tel sujet, sur tel autre. Et quand arrive votre besoin à vous, allez, sois positive. Et en fait, ça résonne vraiment comme un bon conseil d'ami. Sauf que quand ça vient systématiquement au moment où vous aimeriez avoir d'autres conseils, ou juste une écoute, voire même une écoute silencieuse, là on vient finalement vous renvoyer une porte dans la figure, c'est un gros tais-toi. Donc tout cela peut prendre quelques jours, quelques semaines pour s'installer. C'est pour ça que c'est difficile de s'en rendre compte. Et c'est le moment voilà, d'évaluer la relation. Est-ce qu'elle est équilibrée? Encore une fois, c'est à évaluer avec tout un ensemble d'autres comportements et d'autres ressentis. Deuxième thème important, dire non. C'est extrêmement compliqué de dire non. En fait, c'est difficile pour tout le monde. Il y a très peu de personnes voilà, qui savent vraiment dire non, l'assumer complètement, sans gêne. En fait, la chose à faire, ça n'est pas de dire non textuellement, c'est de faire autrement. Le dire non, c'est en fait un raccourci qui correspond à tout un ensemble de solutions qui vont depuis le non ferme jusqu'à un oui très partiel. Et c'est là quelque chose de très important à comprendre. La subtilité, en fait, c'est de dire un oui qui est partiel, qui est circonstanciel, qui est conditionné. Je ferai ça, effectivement, ce que la personne vous demande, si je passe devant le magasin demain après le boulot. Mais je suis pas sûre parce que là, vous avez quelque part, en fait, pas dit oui complètement. Et c'est aussi une façon, ça fait partie de tout l'éventail des façons de dire non. C'est qu'en fait, dire non, pour certaines personnes, comme elles ne savent pas le dire, ça revient à dire oui tout le temps. Et non, l'option, c'est de faire des oui conditionnés, des oui partiels. Et donc, on sort complètement du jeu de dire oui ou de dire non. On dit des oui conditionnés, partiels. Et c'est là toute la différence. Donc, si vous passez désormais en mode je dis oui et c'est un vrai oui, ou des fois je dis des oui partiels, et parfois même, tiens, je pourrais même aller oser jusqu'à dire non, je peux pas, hormis les cas où il faut faire des non très formels, vous avez compris. Avant ça, on a toute une liste d'options pour dire des oui conditionnés. Ça peut donc aussi être de dire oui, mais avec une proposition différente, une autre option. Je ne vais pas aller aujourd'hui au magasin, par contre demain, après mon yoga, du coup, je peux y aller. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te va comme ça demain, après le yoga? Voilà, aujourd'hui je peux pas, mais demain, sans problème. C'est une façon en fait de mettre vos bornes et vos limites, et de vous faire respecter. Et d'être finalement en train de faire ce que l'on appelle dire non. Bien sûr, vous avez compris, là vous êtes en train de dire oui demain. Mais vous êtes en train de dire non à aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça en fait le non, c'est très subtil. Dites-moi en commentaire comment vous faites vos non partiels ou vos oui partiels. Tout ça m'intéresse beaucoup. Et puis voilà, si on peut partager sur le sujet, ça donnera des astuces à tout le monde. Et puis comme ça, si votre interlocuteur est d'accord, est content, et ben, tout le monde sera satisfait. Par contre, si votre interlocuteur continue d'insister lourdement, il veut vraiment que vous alliez faire cette chose-là aujourd'hui. Il tempête, il argumente. Finalement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il ne vous écoute pas. Vous venez de dire non, aujourd'hui je peux pas, je te propose d'y aller demain. Non, cette personne veut que ce soit fait aujourd'hui. Donc elle ne veut pas gérer sa frustration et elle vient vous tyranniser. Même si ça vous fait du tort, elle continue. Elle veut obtenir gain de cause. La suggestion, c'est de rester sur vos positions, et donc rien que ça, c'est dire non. Puisque là, la personne veut que vous fassiez tout ça aujourd'hui. Et vous lui dites « Non, aujourd'hui, je ne peux pas, je te propose demain. C'est le mieux que je puisse faire. » Donc en fait, ça n'est pas forcément aller en guerre, hein, le non, ça peut être subtil. Par contre, si vous avez affaire à quelqu'un d'insistant, là oui, ça devient beaucoup plus ardu, beaucoup plus difficile. Et la tyrannie, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? La tyrannie de votre interlocuteur,
En fait, c'est l'exercice d'un pouvoir absolu, arbitraire, oppressif. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un je veux et j'exige qui est déguisé. Et un je veux et j'exige déguisé, c'est une manipulation à vos dépens. Encore une fois, on peut tous faire ça occasionnellement, c'est pas grave. Par contre, si vous commencez à repérer qu'il y a du je veux et j'exige, et que la personne tempête, qu'elle ne change pas d'avis et qu'elle attend que vous finissiez à tout prix par dire oui, eh bien à ce moment-là, c'est compliqué. Il faut étudier toute la personne dans son ensemble. Et encore une fois, interroger la relation, si tout cela vous coûte. Si vous commencez à être anxieuse, angoissée, que vous souffrez de maux divers, j'en parlerai dans une vidéo très prochainement, il faut commencer à prendre soin de soi évidemment. Et puis on le voit bien, tout ce qui est déguisé est difficile. Alors un autre exemple de non qui est plutôt en fait un oui différent. C'est le cas d'un monsieur qui suggérait à sa compagne de prendre sa maman parce que c'est sur sa route, c'est sur son chemin. Et la dame me disait, en fait, moi ce que j'avais plutôt prévu en fait, c'était de rentrer directement, de préparer ma valise, vaquer à mes occupations, faire les achats dont j'ai besoin, et tant pis, même s'il y avait un détour, d'aller ensuite chercher la maman, et puis de refaire le trajet et d'aller à l'endroit où on était attendu. Seulement, pour mon compagnon, ça n'était pas logique. Il valait mieux aller chercher sa maman parce que c'était sur sa route. Donc dans ces cas-là, en fait, il faut accueillir la suggestion du partenaire ou de votre interlocuteur. Et puis d'expliquer, en fait, très brièvement, très simplement, qu'en fait, ça, c'est une option, mais ce que vous préférez, vous, c'est rentrer, préparer tranquillement votre valise, vaquer à vos occupations, et ensuite, voilà, d'aller chercher sa maman. En fait, ce qui va se passer, c'est que votre logique de détente va primer sur la logique routière. En fait, c'est votre choix. Et en disant finalement, mon choix, c'est plutôt de vaquer, puis après, je vais chercher ta maman, vous êtes en train de prioriser cette option, et vous êtes finalement en train de dire non à l'option qu'on vous a proposée, voire même carrément imposée au nom d'une logique de temps. En venant même dire que c'est de l'intelligence pure que de faire ça parce que c'est sur le trajet. Faire autrement serait complètement finalement bête. Donc il faut faire un pas de côté par rapport à ce genre de technique et de manipulation et venir accueillir l'option, encore une fois, et venir dire que vous avez une autre proposition. Et ça, c'est une façon donc de dire un oui partiel. Je vais bien aller chercher ta maman, mais par contre pas dans l'ordre que tu proposes. Tout ça, en fait, est une question de priorité et de comment on les voit. Comment on pose ses priorités. Et tout ça, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Quand on est gentil et qu'on est capable de prise de recul, finalement, on va envisager tous les scénarios. Effectivement, c'est sur la route, mais j'ai plutôt envie de préparer ma valise tranquillement. Voilà, vous allez peser tous les pour et les contre et vous allez aboutir à « je prépare ma valise, puis je vais la chercher ». Alors que quelqu'un d'autre qui va fonctionner plutôt en priorité efficacité et qui fait ça tout le temps et que ça quasiment, il ne va pas pouvoir entendre d'autres arguments. Ça va être difficile de vraiment se mettre d'accord. J'ai un exemple tout à fait personnel. Par le passé, ça m'arrivait donc de sillonner la ville à vélo. Et parfois, je sillonnais la ville avec Julien. Je vais l'appeler Julien. Et Julien était quelqu'un qui optimisait tout, qui optimisait tous les parcours. Il les optimisait en fonction de la durée du trajet. Seulement, il pouvait m'arriver à moi d'avoir envie de passer dans tel quartier, ou dans tel coin, ou dans tel endroit, parce que c'est plus joli, ou parce que des fois les arbres sont en fleurs et donc ça sent bon, et d'avoir envie de passer là. Donc en fait, il y en a un, Julien, qui est orienté priorité durée du trajet, et parfois, moi ça m'arrivait aussi d'être orienté priorité durée du trajet, et certains jours, je suis orientée priorité plaisir. Et pour Julien, il n'y avait en aucun cas de possibilité d'être orienté plaisir, puisque dans son fonctionnement, dans son système, il n'y a que quelque chose qui prévaut, c'est d'être orienté priorité du temps. Donc ce que Julien pouvait dire souvent, c'est que ce choix, cette option, priorité plaisir,
On n'appelait pas ça comme ça, bien sûr, hein, mais c'est pour schématiser. Il trouvait que c'était vraiment débile. Pardon pour les mots, mais voilà, c'est ce que la personne disait. Donc en fait, par débile, il entendait en fait que ça n'était pas optimisé en temps. Là où dans ma logique, ben, c'était bien optimisé, mais en plaisir. Sur ce cas de figure, on ne va pas nous mettre d'accord. Donc l'option, c'est de te dire, je comprends que tu veuilles passer par l'autre trajet parce qu'effectivement c'est plus court, mais viens donc voir par là, il y a cet arbre qui sont super bons, ou j'ai vu un petit resto, un petit truc qui est super sympa. Allez, laisse-toi faire, tu vas passer un bon moment. Allez, viens, suis-moi. Donc on arrive au bout de cette vidéo où on a abordé donc 2 premières questions. Donc dans la vidéo suivante, j'aborderai toutes les questions que nous n'avons pas encore abordées, avec à chaque fois effectivement des méthodes, des astuces pour vous aider à mieux vivre votre quotidien avec un ou une pervers narcissique. Donc n'hésitez pas à aller dans la description, vous y trouverez donc le cadeau, c'est-à-dire la liste des 50 comportements, plus la méthode, plus le bonus. Et vous avez également donc dans la description comment prendre un accompagnement et qu'on travaille ensemble, et puis les différentes conditions à cela, les ateliers en groupe, sortir du doute début octobre, avec un nombre de places disponibles très restreinte, parce que là nous avons vraiment besoin de parler de manière intimiste. L'objectif est d'aller évaluer effectivement si c'est vraiment un ou une pervers narcissique. Voilà, c'est dans le cas où vous avez encore un doute. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Et puis prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes de belles personnes. Travaillez sur vous à 2-3 astuces pour vous sortir des filets de la perversion narcissique. Retrouvez votre joie de vivre, votre santé et puis une vie pleine de sens. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.